table MN 90. Ça, c'est américain. Et ça, c'est les tables GERS 65. On le voit, donc vous arrivez à le lire? Non. C'est 30 mètres, 30 minutes, oui. Et je me rappelle quand on plongeait, en fait, 38 mètres, c'était 28 minutes, c'était 20 minutes 38 mètres et 40 mètres 10 minutes. Donc on restait toujours à 38, de façon à gagner 10 minutes. Alors, quelques constatations sur les tables MN 90. Je vous parlais de la table MN 90. Et puis quelques conseils plutôt par rapport à la modélisation. Et on verra l'utilisation des tables, parce que vous avez aussi, je disais dans votre épreuve d'examen, une partie sur les modèles de décompression et une partie sur l'utilisation des tables. Alors, quelle constatation? Donc on a constaté qu'avec les tables GERS 65, il y avait pas mal d'accidents, en particulier entre 28 et 40 mètres. Donc ces tables GERS 65 ont été développées, mises au point avant l'utilisation du Doppler. Donc il y avait beaucoup d'accidents, donc on s'est dit il faut refaire un peu des tables, réétudier ça. Donc la Marine nationale a réétudié des tables, mais il faut savoir quand même que la Marine nationale, les plongeurs de la Marine nationale ne plongent pas comme les plongeurs loisirs. Donc je vous ai mis gestion des paramètres par le directeur de plongée, les personnes sont différentes, les profils sont différents, parfois les paliers sont exécutés en caisson, et puis surtout c'est très paramétré, c'est très prévu, c'est très planifié. Alors que la plongée loisir, on se promène, on regarde, on remonte. Alors que là, les militaires, c'est pas ça. Et on a constaté aussi, et on le savait, que la vitesse de remontée était aussi importante que la quantité de gaz dissous avec génération de bulles, c'est toujours pareil, modèle à croissance de bulles. Donc, ces tables MN90 sont issues des tables GERS 65 et aussi des tables MT 74, qui sont les tables du ministère du Travail de 74, qui étaient sorties pour les travailleurs sous-marins. La base de données, donc la Marine nationale, effectivement, et ils ont donc utilisé leurs plongeurs et ils ont analysé un peu sur la base de données les accidents avec erreur de procédure, les accidents avec respect des tables. Donc, ils ont étudié tout ça de façon à développer des nouvelles tables. Donc les heures remontées 15 à 17 mètres minutes, remontées entre paliers 30 secondes, ça c'est des choses que vous connaissez. Et donc la courbe de sécurité a été resserrée entre 28 et 40. Là où il y avait beaucoup d'accidents, eh ben, ils se sont surtout intéressés à cette partie-là. Par contre, peut-être que je vous donne le support en fait. Personnes. Alors, est-ce qu'effectivement, c'est 1095 personnes qui pesaient entre 74 kg plus ou moins 8, qui mesuraient entre 175 cm, voilà, qui étaient âgés de 32 ans, plus ou moins. Il n'y avait pas de courant. Et pour ceux qui ont fait des maths, la population suivait une loi normale. Les autres, vous laissez, c'est pas grave, mais en tous les cas, il y avait une loi normale. Donc sur la répartition des gens. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? C'est parfait. Et en plus, j'ai rajouté une petite question. Je ne sais pas s'il y avait des femmes. Je ne sais pas, j'en sais rien. C'est une question. Voilà. En tous les cas, voilà la population. Voilà avec quoi ont été testées donc les tables. Voilà, ceux qui ne sont pas dedans, vous pouvez arrêter tout de suite la plongée. Alors. Donc des petites choses autour de table N90, ils ont intégré des compartiments jusqu'à 600 dans la modélisation. Hein. Donc des tables R qui sont valables jusqu'à 60 mètres, 2 plongées par jour, tout ça, on va très vite. Vous êtes d'accord que la saturation, on le verra après, des compartiments longs est toujours inférieure. Le compartiment directeur est toujours inférieur à 120. Vous êtes d'accord? On le reverra après. Hein. Et l'influence du compartiment 120 n'apparaît qu'après 2 plongées par jour pendant 7 jours. C'est-à-dire que le 7e jour, quand on fait le voyage, on ne plonge pas. Pourquoi? Parce que si vous cumulez 6 jours de plongée, à part 6 jours, on estime que le compartiment, le dernier, va commencer à être saturé. Donc le dernier jour, le 7e jour, on ne plonge pas. Donc son influence avant. Sinon, compartiment toujours inférieur à 120. Vous êtes d'accord que c'est bien le 120 minutes qui est utilisé pour les plongées successives. Hein. Il n'y a eu aucune étude sur les remontées anormales, les plongées successives. La Marine nationale a étudié juste la plongée simple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour tout ce qui était successif, consécutive, remontée rapide et tout ça? On a repris ce qui était fait pour les tables GERS 65. Le compartiment directeur, c'est le 120 minutes, on l'a dit. Il y a un 13e compartiment qui est utilisé pour l'O2 en surface à cause de la vasoconstriction, c'est le 240. On redira 2 mots sur l'aspiration d'oxygène tout à l'heure. 12 compartiments. Donc compartiment 5 minutes avec un SC de 2,72, jusqu'au compartiment 120 avec un SC de 1,54. Donc on est d'accord, un SC spécifique à chaque compartiment. On a expliqué pourquoi les compartiments courts
admettait un coefficient de sursaturation critique supérieur. Voilà. Donc on est là avec notre décor. Je vous ai mis la table GR65 en comparaison. Vous voyez, hein, vous aviez le 7 minutes, c'est 2,56, c'était 2,56 et 2,54. Et le 120, c'était 1,6. Et là, c'est 1,54. Et il n'y avait que 4 compartiments. Alors, on parlait d'adaptation. Donc les tables sont sorties. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, on a corrigé des GPS. On est passé de 8h30 à 12h au niveau de l'intervalle. On a réduit la vitesse entre paliers, on en a parlé. On a corrigé des valeurs d'azote résiduelles, on a supprimé des TR. On a défini une limite de réduction de la durée des paliers O2. Donc, vous voyez, elles sont sorties, puis on a adapté un petit peu en fonction de ce qu'on avait comme retour. Oui, alors avant, quand elles sont sorties, il y avait dans la... C'est un truc tout bête, hein. Avant, il y avait ici marqué la DTR. Et maintenant, il n'y est plus. Conclusion. Donc, les tests qui ont permis de réaliser Validité Table ont été utilisés par des plongeurs militaires jeunes et entraînés. Jeunes et entraînés. Mais vous êtes préparé MF2, donc vous êtes entraînés. Donc c'est bon. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que les plongées ont été aussi faites sur des plongées avec des profils carrés? Les militaires, c'est des profils carrés. Ça arrivait en caisson. Donc là, ça correspond très bien. Je vous disais, hein, on descend Aldan, donc on charge. Alors que nous, on est plutôt... voilà, donc des profils carrés. L'échantillon est-il relatif des plongeurs loisirs? Donc l'âge, divers, le sexe différent, aptitude physique, fatigue, alcool, sommeil, stress, enfin tout ce que vous voulez. Et je pense que aussi le comportement du plongeur loisir est différent du plongeur militaire. Donc c'est moins planifié que sur les plongées militaires. On peut dépasser le profil prévu. Par exemple, on voit quelque chose, on redescend, on reste plus longtemps que prévu. Alors que les militaires, non. Le contrôle du matériel, de suivi, tout ça, c'est différent. Les infrastructures au palier sont différentes. Donc c'est vraiment des plongées différentes, en fait. C'est pas pour autant que l'échantillon n'est pas relatif. On les utilise. Mais il faut bien comprendre que les enjeux qu'il y a derrière. Il y a eu peu d'expérimentation sur les plongeurs loisirs quand elles sont sorties. Après, les gens ont plongé avec, donc il y a eu, d'ailleurs, il y a eu ce qu'on a vu, des petites améliorations, des petites adaptations. Donc, quelques conseils, je vous ai mis un donc, profil de plongée ascendant. Effectivement, pour les théories de bulles artérielles, fil pulmonaire, on a vu qu'il fallait les plonger, ça. Éviter les plongées yo-yo, parce que pour la modélisation, eh bien, ça ne marche pas terrible. Charge dans les compartiments lents, mal modélisés. Les facteurs favorisants ne sont pas forcément tous intégrés dans la modélisation. Alors, je pose quand même la question des plongées techniques, des examens, d'accord, on n'arrête pas de faire des remontées. Voilà. Après une plongée profonde, 12 heures donc pareil, c'est pour la modélisation. Tout ça, c'est par rapport à la modélisation. Les tables qui ont été modélisées, les calculs mathématiques ont été faits pour 2 plongées par jour. Voilà. Je vous mets aussi, bon, ça c'est plutôt un truc technique, ne pas dépasser la demi-profondeur avant la fin de la plongée. C'est plus par rapport, effectivement, toujours pareil, au niveau théorie des bulles. C'est-à-dire que vous plongez, évitez de remonter au-dessus de la demi-profondeur avant de remonter vraiment, quoi. C'est plus ça, en fait, l'idée, c'est ça que je vous mets, d'éviter de dépasser la demi-profondeur à la fin de la plongée. C'est toujours ça par rapport à la modélisation. Non? Si vous faites une plongée à 20 mètres, évitez de remonter à 10 mètres. Si vous êtes au-dessus de 10 mètres, c'est que vous remontez, quoi. Redescendez pas. Alors, donc des conseils aussi, hein, faire l'exercice en début de plongée, limiter le nombre d'exercices. Bon, tout ça, c'est des choses que vous connaissez, hein. Incluant des remontées, donc c'est une convention fédérale de limiter le nombre de remontées. Interrompre des remontées si vous remontez trop vite. Arrêt d'exercice entre 3 et 6 mètres, tout ce que vous connaissez. Si une plongée technique, évitez de faire des plongées explos. Alors, le palier de sécurité, on entend des choses dire il faut le supprimer, il est plus utile, plus pas utile. Je pense que si vous êtes en mer chaude, qu'il n'y a pas de souci, vous le faites. S'il y a des creux de 10 mètres et puis il y a du courant, pas possible. S'il n'y en a pas besoin, le faites pas. Après, vous voyez, c'est plus ça. Le palier de sécurité, je pense que si on est calme, en mer chaude, voilà, on peut le faire. Mais s'il y a vraiment des creux, des choses comme ça, qu'on risque de partir puis qu'il faille faire après beaucoup de caplets, peut-être que c'est pas utile. Oui. Faites vos paliers à 6 mètres, ça évite flottabilité. Bien boire après la plongée, ça c'est important. C'est les accidents, mais c'est extrêmement important de bien boire après la plongée pour faciliter justement ces petites bulles. Voilà. Alors, table MN90, on va voir l'utilisation classique très rapide. Donc vitesse de remontée 15-17, 30 secondes entre les paliers, remontée lente, vous accordez un tel temps de plongée, ça c'est niveau 2 ça.
Alors, lorsqu'une valeur n'existe pas, on prend la valeur immédiatement supérieure, alors qu'avant c'était l'inverse sur ce qu'on fait de la plongée. Voilà, mais là, en tous les cas, on fait ça. En cas d'interruption de palier, on reprend les paliers à partir de celui qui a été interrompu. Tout ça, vous connaissez, c'est pas de problème. Consécutif, donc 15 minutes. Le plongeur à la majoration, il n'y a pas de problème. Successif, c'est jusqu'à 12 heures. Bon, ok, ça va. Voilà. Alors, successif, alors vous faites une planification. Si la profondeur maxi est supérieure à celle prévue, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que vous avez calculé votre truc. Avec 20 mètres, vous arrivez, il y a 22 mètres. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous gardez la majo, vous gardez le temps de plonger et vous rentrez avec la profondeur réelle. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Et si la profondeur maxi, elle est inférieure, vous avez calculé 20, vous trouvez que 18, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez la majo, vous gardez le temps de plonger et vous rentrez avec la profondeur utilisée pour le calcul. Donc en fait, vous prenez toujours la profondeur la plus profonde. Voilà, c'était juste une petite révision. La question c'est donc une annale, et ils plongent, ils ne trouvent pas la profondeur, et bien ils n'ont pas de table. Et ils n'ont pas de table. Et ils trouvent moins ou plus. De toute façon, table ou pas table, tu ne changes pas. Enfin, si, sauf que si c'est plus grand, il faut recalculer. Oui. Ouais, il fallait recalculer, c'est plus grand. Ok, alors, donc successive, est-ce que vous êtes d'accord que seul le compartiment 120 est pris en compte? Et on suppose donc que ce compartiment va refléter la désaturation de tout le corps lors de la désaturation en surface. Donc je vous ai tracé, hein, j'ai pris donc je ne sais plus quel compartiment, enfin pardon, quel coefficient de sursaturation. J'ai tracé, donc j'ai pris tous les points, hein, tous les points au bout d'une heure, au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, 1h30, 2 heures. Donc ça donne bien une courbe comme ça. Hein. Là, il n'y a pas de problème. On pourrait le trouver parce que c'est 1,3. Donc on pourrait trouver dans la table. Ça correspond à je ne sais pas quel. Ça doit être le K qui est 1, le K c'est 1,29. Donc ça doit être le K que j'ai pris 1,29. Donc j'ai pris tous les points au bout d'une heure. Et on voit bien qu'au bout de 12 heures, on est arrivé à 0,81. Donc à 0,8 en fait. Pratiquement à 0,8. Donc on voit bien que c'est exponentiel et que c'est bien l'équation qu'on a vue. Donc voilà, donc ça c'est juste pour montrer qu'effectivement c'est bien une désaturation style Haldane. Alors, je vous ai mis quelques exemples de temps de désaturation pour tous ces modèles, 6 périodes. Donc regardez hein, pour ce qui est pris en compte dans les différentes tables. Donc vous voyez, un MN90, on prend bien le compartiment 120, 12 heures de désaturation pour les Américains, MN90. Bullman, il prend le compartiment 135, il considère 63 heures de désaturation. RGBM, 72 heures. Donc voilà un petit peu quelques petits exemples de désaturation. Alors, quelques petits points intéressants. Successifs, déviation des 12 heures. Pourquoi au bout de 12 heures, on a complètement désaturé? Alors, en fait, c'est assez simple. Quand vous sortez avec votre tissu d'une plongée, vous êtes d'accord que dans le pire des cas, le tissu 120 minutes est saturé, donc il est à 1,54. Et si vous regardez sur les tables, au bout de 12 heures, regardez, donc vous sortez dans le pire des cas avec P, vous êtes d'accord, vous sortez avec P. P, c'est le pire. Vous sortez avec P et vous allez vous apercevoir qu'avec P, au bout de 120 minutes, au bout de 6 heures, vous arrivez donc à 0,8, vous avez fini, et le P est entre 1,41 et 1,51. D'accord? Donc ça veut bien dire que le tissu 120 minutes, il n'est jamais directeur, et on a bien 12 heures pour désaturer. C'est-à-dire que si vous sortez avec P valant entre 1,41, pardon, 1,47 et 1,51, et lui, au bout de 12 heures, il est arrivé à 0,8. Donc votre compartiment 120 qui est au-dessus, forcément, c'est 12 heures au maxi qu'il vous faut pour désaturer. Tous les autres étant bien sûr inférieurs quand vous sortez avec les groupes de plongée successive A, B, C, D, E, F. Voilà. Le pire, c'est P. Et P, on est en dessous du 120. Le 120 étant saturé, on considère que le 120 n'est pas saturé et que pour désaturer le P, il faut 12 heures. Donc forcément, c'est bien 12 heures au maximum. Donc voilà, ça c'est juste... voilà. Et au bout de 12 heures, vous êtes entre 0,8 et 0,81. Donc vous êtes bien désaturé sur votre groupe de plongée successive P. Vous êtes bien désaturé au bout de 12 heures. Donc il n'y a pas de problème, c'est bien 12 heures.
Alors, pourquoi on redescend à demi-profondeur? Pourquoi on redescend à demi-profondeur? Tout le monde, vous avez appris ça. Pourquoi on redescend à demi-profondeur? Eh bien, ça, on peut le montrer assez facilement. Comment? Alors, pourquoi on descend à demi-profondeur? Alors, on va essayer de le calculer et montrer qu'on trouve que ça fait bien demi-profondeur. Alors, je vais vous faire ça. Vous l'avez sur le calcul, mais je vous l'ai mis sur le truc. Je vais vérifier que je vous l'ai mis. Alors, donc vous êtes d'accord? Le SC, le coefficient de sursaturation critique, il est égal à Tn2 sur PA. Ok. Je fais une plongée. Dans le pire des cas, dans le pire des cas, que vaudra Tn2 au bout de ma plongée? Dans le pire des cas. Qu'est-ce qu'il vaudra? Il vaudra 0,8 que multiplie PA, une pression ambiante à laquelle j'ai été. Vous êtes d'accord? Donc j'ai 0,8 fois PA, ça c'est la quantité d'azote dissous. Je veux remonter, je veux calculer à quelle profondeur il faut que je m'arrête. On va faire le même calcul. Donc je vais remonter à une profondeur absolue de palier. D'accord? Je peux remonter. Et ça, il ne faut pas que ça dépasse combien? 1,54. D'accord? Je calcule ma tension d'azote au maximum de la saturation possible. C'est bien 0,8 fois la pression à laquelle je suis. Pression du palier, 1,54. D'accord? Donc je vais calculer que la pression absolue au palier, elle est égale à quoi? À 0,8 fois PA divisé par 1,54. 0,8 par 1,54, ça fait combien? 0,51 PA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression au palier, c'est la moitié de la pression absolue. D'accord? Ça, je l'ai vu à plusieurs questions, plusieurs fois. Ok? Donc, on va dire le 126 minutes, il est saturé, il est directeur. Après une plongée, Tn2, c'est PA fois 0,8. Donc, hop, le calcul. Et on trouve 0, voilà. Donc, demi-pression. Et on n'a pas pris demi-pression, on a pris demi-profondeur. Voilà. Voilà, donc remontée rapide, justification de la demi-profondeur. D'accord? Profondeur maxi sans faire de palier. Quelle est la profondeur maxi sans faire de palier? Comment on va calculer ça? Si je plonge, c'est toujours le même problème. Hein. Si je plonge à une certaine profondeur, donc toujours pareil, hein, tissu 120 minutes directeur, et là le plus faible SC 1,54. Quelle est la profondeur maxi qui autorise à saturation de le remonter à 1 bar? On fait pareil. D'accord? Donc je dis que c'est Tn2, c'est pareil, je fais Tn2 0,8 PA divisé par 1. Et là, je vais donc trouver. J'écris la même chose, je vous l'écris. Alors là, je peux effacer ça? Oui? Voilà, après, le tableau va être. Alors, je plonge. Donc, j'ai toujours Tn2 SC qui est égal à Tn2 sur PA. Je plonge à une certaine profondeur que je ne connais pas. Hein. Donc, je vais avoir 0,8 que multiplie. Je ne vais pas écrire là, je vais écrire à côté, en dessous. Donc, c'est 0,8 fois PA. Et je veux remonter à la surface. Donc, la pression ambiante vaudra 1. Et il ne faut pas dépasser 1,54. Donc, PA vaut combien? 1,54 divisé par 0,8, ce qui fait 1,92, ce qui fait à peu près 9 mètres. D'accord? À peu près 9 mètres, voilà. Donc 9 mètres, au-dessus de 9 mètres, je peux saturer complètement mon tissu 120, je peux le remonter, il n'y a pas de problème. Donc voilà la justification un petit peu de la profondeur maxi sans faire de palier. Alors, oxygène. Alors là,
c'est là où je vais maintenant vous demander si vous voulez faire ou pas des applications. Ou pas. Alors, j'ai les applications que je pourrais vous donner au fur et à mesure, mais si, voilà. Alors, respiration d'oxygène au palier. Principe, on augmente, vous êtes d'accord, hein, on augmente le gradient. On augmente le gradient, pas de problème. Donc, pression partielle. Dans la formule, je vous la réécris, non, vous la connaissez. Je vais vous la réécrire, je vais faire pédagogique. Je vais faire pédagogique. Ou graphique, non, vous voulez la formule ou le graphique? La formule. Donc la formule, Tn2 égale Tn2 initial plus Tn2 final moins Tn2 initial fois le coefficient, on va dire le pourcentage. Vous êtes d'accord que si le Tn2 final vaut 0, est-ce que vous êtes d'accord que ça va désaturer plus vite? Si je le fais par un graphique, vous êtes d'accord, je suis ici à une certaine tension, je vais là. Si ici je mets 0,8, ça va faire ça. Si je mets pas 0,8 mais que je mets 0, est-ce que vous êtes d'accord, ça va faire quoi? Plus vite. Normal, c'est toujours la moitié. Voilà. Alors, donc, on fait ça. Alors, respirer au-dessus de 6 mètres, pourquoi? À cause de la toxicité. Règle des 2/3 appliquée si la durée totale du palier de 3 ou de 6 mètres dépasse 5 minutes. Sinon, alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est aperçu que en dessous de 5 minutes, ça n'avait pas un effet bénéfique. Pourquoi? Parce que le fait de respirer de l'oxygène pur, il y a une vasoconstriction, ce qui fait que les échanges se font moins bien. Donc en dessous de 5 minutes, c'est pas... OK. Alors, et palier très long, je vous mets rinçage à l'air. Il ne faut pas respirer de l'oxygène pur pendant, ça vous savez, et à un moment il faut faire rincer à l'air, respirer autre chose. De temps en temps, on fait un petit rinçage à l'air, mais ça ne dure pas longtemps. Mais il faut que vous compreniez que tous ces exercices, c'est très théorique. C'est pas autre chose que très théorique. Donc voilà, et que vous avez compris que c'était de la manipulation de table. Voilà, c'est très théorique. Alors, respiration d'O2 en surface. Donc en surface, vous utilisez différents tableaux. Est-ce que vous êtes d'accord que si possible, il faut respirer de l'oxygène avant la deuxième plongée plutôt qu'à la sortie de la première? Vous êtes d'accord? C'est exactement la courbe ici, hein. Au début, le gradient est important, donc on va désaturer vite. Par contre, plus on va, plus le gradient est petit, donc plus on a avantage à respirer l'oxygène ici pour réaugmenter le gradient. Ça va sur ça? Pas de modification pour les successifs, ça ne change rien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la plongée en altitude? Donc, on calcule une profondeur fictive, vous êtes d'accord? Alors, on va juste réintroduire cette notion de profondeur fictive. Moi, je vais juste la réintroduire à ma manière pour vous montrer que, effectivement, la formule, vous la connaissez. Elle est là. C'est la profondeur équivalente, profondeur fictive, Z, elle est égale à la profondeur réelle multipliée par le rapport entre la profondeur atmosphérique mer et la profondeur atmosphérique du lac. Ça veut bien dire que la profondeur fictive, elle est toujours supérieure à la profondeur réelle. D'accord? Toujours supérieure à la profondeur réelle. Il faut vous rappeler que rappelez-vous, la profondeur fictive, elle est plus grande. Elle est plus grande. Alors, juste pour vous montrer, d'un point de vue pédagogique, d'où vient cette formule. D'où ça vient, ça? En fait, c'est assez simple. Imaginez que vous soyez dans un lac. Je suis dans un lac, la pression absolue, elle est de combien? 0,8 par exemple. Pression absolue, 0,8 bar. Je descends à une profondeur de 40 mètres. Je descends à moins 40 mètres. Que vaut la pression absolue? 4,8 à 40 mètres. 4,8 bar. Donc, ça veut dire que j'ai augmenté ici, j'ai fait fois combien?
6. 6 fois 8, 48. Donc j'ai fait x 6. Si je me mets à la mer, à la mer, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 bar, vous êtes d'accord? Si je plonge à 40 mètres, j'ai 5 bars. Donc j'ai augmenté de x 5. Donc je me dis, il faut que je trouve en mer quelle est la profondeur pour laquelle j'ai augmenté de 6 pour que ça soit équivalent. Donc j'y vais, 1 bar pour arriver à x 6, 50 mètres. Donc 50 mètres, j'ai 6 bars. Donc j'ai bien x 6. Donc, ce qu'il faut faire, et ça on peut le généraliser, il faut bien que ça divisé par ça égale ça divisé par ça. Vous êtes d'accord? Et c'est ce qu'elle a. Ça vous va? Donc, la pression, ou la profondeur, ou la pression absolue du lac divisé par la pression atmosphérique du lac doit être égale à la pression absolue mer divisée par la pression atmosphérique mer. Donc, donc on obtient bien que la pression absolue du lac est égale à la pression absolue mer, donc le Z mer, divisé par P. Voilà, et on obtient la même chose. Donc on obtient la profondeur, ça c'est bien, vous êtes d'accord, ça c'est bien la profondeur fictive, qui est bien la profondeur réelle, mer sur lac. C'est bon? Voilà. Donc, jusqu'à 5000, à peu près 0,1 bar tous les 1000 mètres. Hein. Formule identique pour les paliers et les maisons sous la mer. Les paliers, est-ce que vous êtes d'accord que les paliers fictifs sont à... Les paliers fictifs sont à 3 mètres. Les paliers réels, ils sont au-dessus. Donc ils seront à 2 mètres. 2 mètres 40 souvent. Alors, je vous ai mis un exemple. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse? On va le faire celui-là. Donc plonger à 9h30 à un lac en altitude. Je vous donnerai, si vous voulez, la valeur du palier. Ce qui m'intéresse, c'est de faire les calculs. La résolution après du palier n'est pas forcément... On peut le donner. C'est sur le calcul. Donc plonger à 9h30 à un lac en altitude à 1500 mètres. La pression atmosphérique vaut 843 millibars. La profondeur sonde 28 mètres. 47 minutes. Donc 9h30, 28 mètres. 9h30, 28 mètres. 47 minutes. Minutes correctement. 47 minutes. Et le lac est à 1500 mètres. Et la profondeur, la pression, elle vaut 843 millibars. Okay. Donc, vous allez, dans un premier temps, calculer la profondeur fictive, puis après vous rentrez dans les tables avec. Donc la profondeur fictive, vous avez trouvé combien? Donc profondeur fictive, Z. Alors, vous voulez l'appeler fictif, hein, pas équivalent. Si vous voulez fictive, on va prendre le terme. Profondeur fictive est égale à la profondeur réelle qui multiplie la pression. Alors on se rappelle, c'est plus grand. Donc c'est la pression de la mer sur la pression du lac. Donc Z réel, c'est 28. La mer, c'est 1 bar. Et le lac, c'est 0,843. Et donc vous obtenez une profondeur fictive qui vaut 33,2 mètres. Un plongeur il est dans une maison sous la mer depuis plus de 24 heures. Donc à la mer, il habite ici dans une maison sous la mer à moins 10 mètres. Vous êtes d'accord? Il habite à moins 10 mètres. Et il va plonger jusqu'à... Il va faire une plongée jusqu'à moins 60 mètres pendant... bon, ça, c'est pas très important, 30 minutes. Voilà. Ce qu'il faut trouver, c'est quelle est la profondeur fictive pour rentrer dans les tables
mn 90. Donc, on applique la même formule. La profondeur fictive est égale à la profondeur réelle que multiplie la pression atmosphérique du lieu où il est, divisé par la pression atmosphérique réelle du lac. On va mettre réel. Alors, la profondeur réelle, c'est combien? Il est à moins 10, il va à moins 60. Donc le delta, ça va être 50 mètres. Donc c'est 50 mètres. Quelle est la profondeur du lieu? Pardon, quelle est la pression? La pression fictive de la mer. Ah oui, c'est la mer. C'est 1. Et la profondeur, et la réelle, ça va être combien? Donc la profondeur fictive, elle vaudra 25 mètres. Et son palier, alors, il le fait à combien? S'il a un palier à faire? C'est le fictif. 6 mètres. Il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un palier. Non. Alors, son palier, c'est la profondeur réelle. Vous êtes d'accord, son palier. Donc, Z réel est égal à Z fictif sur la profondeur réelle divisé par la profondeur fictive. Quand on est en plongée altitude, vous êtes d'accord qu'on a dit tout à l'heure, le palier en fictif, on le fait à 3 mètres, mais en vérité, on va le faire à 3 mètres multiplié par 0, c'est pour ça que les gens ont dit tout à l'heure 2,4, là, 3 x 8, 24. Donc là, on fait la même chose. Son palier, normalement, sur cette plongée-là, il a un palier à 3 mètres. Le réel, c'est combien? C'est 2 sur 1. 2, c'est la profondeur réelle. Fictif, c'est 1 bar. Donc il fait son palier à 6 mètres. Donc quand il remonte ici, il va faire son palier à 6 mètres par rapport où il est. Donc il va faire son palier à 16 mètres. Voilà. Bon. Deux petites informations sur plongée altitude. Remontée rapide. Palier de sécurité affecté à la moitié de la profondeur réelle atteinte, et non pas fictive. Et tout le reste, c'est comme les plongées air. C'est de toute façon, toutes les plongées sont, tous les autres paramètres sont comme la plongée air. Il y a juste la profondeur fictive qui change. D'accord, qu'il y a différents appareils de mesure. On le faisait beaucoup avant, maintenant on le fait beaucoup moins. Je vous ai mis juste un petit truc demandant de pourquoi est-ce que vous savez que le profondimètre capillaire donne directement la profondeur fictive. D'accord? Voilà. Il part à la pression. Alors, en fait, c'est assez simple. Je vous ai donné un exemple. Par exemple, à 20 mètres, je vais vous le faire le petit exemple. Par exemple, vous êtes à 20 mètres. Bon, je ne pense pas qu'il y ait d'exemple, d'exercice, mais bon, c'est juste, ça va vous rappeler des souvenirs. Alors, donc, je vous dis, vous êtes à un lac, vous êtes dans un lac à 24 mètres. Donc 0,8 bar, 24 mètres. D'accord? Quelle est la profondeur fictive? Z fictif est égal à 24 que multiplie 1 divisé par 0,8, ce qui fait une profondeur fictive de 30 mètres. Ok, donc ça c'est classique, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, avec la bonne formule qui marche. Ok. Alors après, qu'est-ce que vous pouvez dire de la pression à 24 mètres? Elle vaut combien la pression à 24 mètres? À 24 mètres, PA est égal à combien? 0,8 plus égale 3,2 bar. D'accord? J'étais à 0,8. J'ai
3,2 bars. Ça fait fois combien? Fois 4. Ça veut dire que mon profondimètre capillaire, l'eau qui est rentrée dedans, c'est le tube, on a comprimé l'air, vous voyez que ça marche le profondimètre capillaire, et on a bien divisé le volume par 4. Donc ça veut dire qu'on a augmenté la pression de 4. Quand est-ce qu'on augmente la pression de 4? Quand on est à 30 mètres. Alors, le nitrox, on vous donne une formule, ici, donc, qui est Z rho sur 80, Z plus 10 moins 10. Alors, cette formule-là, elle est ici, vous l'avez ici, c'est la même, sauf qu'ils ont pris 0,79. Pour l'azote, moi j'ai pris 0,8, c'est la même. Alors, on va voir d'où elle vient, cette formule. Et moi, je vous conseille de la prendre, mais je vous donnerai une plus complète qui fait à la fois, altitude et mélange, qui fait l'ensemble. Alors, on verra d'où elle vient. Alors, on va prendre un exemple. Donc, je fais une plongée au nitrox. 40-60. Comment on résout un problème de nitrox? Et après, on verra qu'on applique la formule et puis ça va beaucoup plus vite. Mais on va le faire au moins une fois avec le calcul normal. Donc, je plonge avec un nitrox 40-60. Donc, nitrox 40-60. Vous êtes d'accord? 40, c'est quoi? C'est le pourcentage de O2. 60, c'est le pourcentage d'azote. Alors, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Donc, on plonge pendant 47 minutes, toujours pareil, hein, et on plonge à 28 mètres. Voilà, donc ça, c'est les données de départ de la plongée. Donc, plongée au nitrox. En fait, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs choses, je pense, à vérifier. On a deux choses à vérifier. Alors, en général, c'est demandé. Première chose, on va vérifier que le nitrox n'est pas toxique. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On calcule la pression partielle d'O2 qui est égale à la pression absolue que multiplie le pourcentage. Alors, je suis à 28 mètres. C'est combien à 28 mètres? La pression absolue vaut 3,8 multiplié par 0,4, ce qui fait, on va mettre ici, 1,52 bar. Alors, est-ce que c'est toxique? Non. À partir de quelle profondeur c'est toxique? Le 40-60. On peut le calculer. C'est nitrox de base de la Fédé, le 40-60. Donc, on peut dire à quelle profondeur c'est toxique? Donc, c'est toxique à 1,6. PA fois 0,4, ce qui fait PA qui est égal à 1,6 divisé par 0,4, ce qui fait 30 mètres, enfin 4 bars. 30 mètres. Voilà. Donc on peut faire ces deux petits calculs-là simples, permettant de vérifier la toxicité de l'oxygène, si c'est bon, et éventuellement... Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le principe, alors soit on applique la formule, soit on essaye au moins une fois de le faire sans la formule. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai un nitrox 40-60. Donc je vais déjà calculer quelle est la tension d'azote, la pression partielle, la pression partielle d'azote avec ce mélange-là. D'accord? C'est la première étape. Donc je calcule la pression partielle d'azote. Pression partielle d'azote, ppn2, pression absolue que multiplie le pourcentage. Donc pression absolue 3,8 que multiplie 0,6, ça fait... J'aurais dû garder mon papier en fait. Ça fait combien? Ça fait 2,28. 2,28 bars. Ça, c'est la pression partielle d'azote avec un mélange 60% d'azote. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ça? Il faut que je me dise quelle serait la profondeur à la mer qui fournit le même quantité, enfin la même valeur de pression partielle d'azote. Ça marche? Donc je dis ppn2, c'est la même. ppn2 est égal donc à pression absolue que multiplie le pourcentage. Sauf que là, le pourcentage c'est 0,8 et la pression absolue c'est ce que je cherche.
Et que vaut la pression? C'est 2,28. D'accord? Donc je cherche quelle est la pression absolue qui me donnerait avec un mélange à 80% 2,28 bar, ce qui fait une pression absolue qui vaut 2,28 sur 0,8, ce qui fait 2,85, ce qui fait 18,5 mètres. Je me suis appliqué à écrire correctement. 18,5. Donc après, vous rentrez dans les tables avec 18,5 et voilà. Donc vous êtes d'accord, tout le monde est d'accord avec ça? Alors ça, oui, ça nécessite 2 calculs. Alors que si on se fabrique une formule, on utilise la formule et ça marche. Sinon, si vous avez bien compris le principe, vous faites ça. Est-ce que vous voulez qu'on redémonte la formule? Juste voir d'où elle vient. En fait, c'est simple, hein. Je peux effacer ça. Non, j'efface pas ça. Non, j'efface pas ça. En fait, qu'est-ce qu'on fait? La formule, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de prendre un exemple numérique, on dit que PA fois le pourcentage ici est égal à ce PA là fois le pourcentage de ça. Et on en déduit ce PA là. Et on remplace PA par quoi? On remplace PA par quoi? Par la profondeur divisée par 10 plus 1. D'accord? D'accord? La profondeur, c'est égal à quoi la profondeur? C'est la pression multipliée par 10 plus 10. À 20 mètres, moins 10. À 20 mètres, j'ai combien? 3 bars, ça fait 30, moins 10, 20. D'accord? Ça, c'est pour calculer ça. C'est bon pour tout le monde? La profondeur, ou la pression, si vous voulez, on va faire la pression. La pression, c'est égal à quoi? C'est égal à la profondeur divisé par 10 plus ça. Donc la profondeur, c'est égal à la pression fois 10 moins 10. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le nitrox? Donc palière, maxi de la plongée 2 heures, toutes les autres procédures identiques au table R. Consécutive, successive, remontée rapide, machin, truc. Tout est identique à la plongée R. Bien. Alors maintenant, un exemple. On l'a fait. Altitude en mélange. Alors, altitude au mélange. On va prendre l'exemple, on va le faire pour que vous en ayez au moins fait un. Mais après, pareil, je vais vous donner une formule. Je vous conseille d'appliquer la formule parce que là, c'est encore un peu plus... Il faut vraiment être rigoureux. Là, il fallait faire attention. Hein. Calculer quelle est la pression partielle avec 60% d'azote et quelle est la pression équivalente. Vous allez voir que dans la plongée altitude-mélange, il faut bien être rigoureux dans ce qu'on fait et pas vous tromper. Franchement, appliquez la formule, apprenez-la, appliquez-la. C'est comme pour le nitrox. Appliquez la formule. Alors, altitude plus mélange. Donc, je vous prends un exemple. Je retrouve mon papier. Je vais essayer d'être rigoureux aussi et de ne pas me tromper et de ne pas en oublier un morceau. Donc, vous faites une plongée dans un lac en altitude. Je peux effacer ce coup-ci, c'est bon? Alors, vous faites une plongée dans un lac au nitrox. Ça veut dire, pourquoi pas, hein? Alors, plonger dans un lac au nitrox. Alors, un nitrox 40-60, je plonge à 9h30, je plonge à 28 mètres. Toujours pareil, hein, pendant 47 minutes. Par contre, la pression dans le lac vaut 0,843 bars. Donc, si vous vous rappelez ce qu'on a fait sur les deux exercices d'avant, c'est-à-dire la plongée altitude et la plongée nitrox, c'est la même procédure, sauf qu'il faut bien être rigoureux. Donc, la démarche, c'est quoi? Dans un premier temps, on va calculer quelle est la tension d'azote. On va s'intéresser au nitrox. Quel est l'équivalent en nitrox dans notre lac? Et une fois qu'on a trouvé cette profondeur-là, on va la ramener à la mer avec la deuxième formule.
Donc, on s'intéresse dans un premier temps au nitrox. Donc j'y vais. Donc je vais calculer quelle est la pression partielle d'azote avec mon nitrox. Donc pression partielle d'azote, elle est égale à quoi? À la pression absolue que multiplie. Je fais comme tout à l'heure, hein, exactement pareil, je ne change rien. Sauf que vaut la pression ici? Tout à l'heure, j'avais pris, elle vaut 0,843, qui est la pression du lac, plus 2,8, parce que je suis à 28 mètres. D'accord? Multiplié par 0,6, parce que j'ai 60% d'azote. Donc ça fait combien? Ça fait 2,186 bars. 2,186 bars. Voilà. Donc j'ai trouvé quelle est la pression partielle avec mon mélange au niveau du lac. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, je fais comme tout à l'heure, je dis quelle serait la pression avec 80, quelle serait la tension d'azote avec 80% et quelle serait la pression ambiante. Donc je dis que ppn2 égale à Pa fois le... Je fais comme tout à l'heure pour le nitrox. Qu'est-ce que je cherche? Pa, vous êtes d'accord? Mais le Pa que je cherche, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive sur le Pa? Eh bien, donc ça fait 2,186 qui est égal à la pression absolue, c'est ce que je cherche, avec 0,8. C'est bon? Donc, je trouve une pression absolue de Pa, comme tout à l'heure, hein, c'est rendu nitrox tout à l'heure, qui vaut 2,186 divisé par 0,8. Ce qui fait 2, voilà. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Les gens qui m'ont dit 17 mètres 30, ils se sont trompés. Pourquoi ils se sont trompés? Parce qu'on est dans un lac et il ne faut pas enlever 1. Il faut enlever 0,843. Donc, la pression ou la profondeur, on va dire la pression relative, elle est égale à quoi? À 2,732, la pression absolue, moins, et pas moins 1, moins 0,843. Oui, il faut être assez rigoureux en fait. Ce qui donne une pression relative de ça fait 0, non, pas 0, 1,89, allez. Ce qui fait une profondeur, enfin en barre, hein, donc ce qui fait une pression, une profondeur de 18,9 mètres. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc trouvé quelle est la profondeur équivalente à mon nitrox dans le lac. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ramener ça à la pression atmosphérique mer. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ma formule qui marche en fait, qui est Z égale Z fictif, qui est égal à Z réel, j'ai du mal, multiplié par la mer sur le lac, qui est égal à 18,9 multiplié par 1 sur 0,843, ce qui fait 22 mètres 40. Alors, vous voyez, la démarche, c'est la même. Hein. Nitrox, calcule quelle est la pression partielle d'azote équivalente avec 60%. Vous ne trompez pas, c'est 0,843. Vous trouvez ça. Après, quelle serait la profondeur équivalente avec 80%? On trouve PA. Vous ne trompez pas, il faut enlever 0,848. Vous trouvez ça. Et vous ramenez à mer. Sinon, eh bien, une formule générale permet de résoudre tous les problèmes. Et donc, ça, c'est la formule générale, mais moi, je vous l'ai traduit en formule utilisable. En fait, la formule, c'est quoi? C'est-à-dire que la pression partielle d'azote équivalente sur la pression atmosphérique équivalente égale la pression partielle d'azote sur la pression atmosphérique vraie. Ça marche altitude, mélange, partout. Et retraduite, calculée un peu arrangée, ça donne ça. Ça donne ça. Z équivalent, ρ, alors ρ, c'est la quantité d'azote mélange. ρ sur 80, P mer sur P lac, facteur de Z, 10, voilà. Alors,
Alors, regardez, si vous prenez cet exemple-là, on va le faire, si je l'écris en dessous, vous arrivez à lire. Donc je dis Z équivalent est égal à quoi? Rho, c'est combien? C'est un mélange. Je vais écrire d'une autre couleur. Je vais faire vraiment pédagogique. Donc ça fait Z est égal à quoi? 60 sur 80. Mer 1. Lac 0,843. D'accord? Z 28 plus 10, facteur de 60 sur 80 moins 1. Calculez ça, ça fait 22,4. 30 secondes, c'est fait. C'est plié, c'est fait. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que cette formule-là qui marche altitude nitrox, imaginez que vous soyez avec du nitrox au niveau de la mer. Le nitrox au niveau de la mer. Pmer sur Plac, ça disparaît parce que c'est la même chose. Donc ça disparaît. Et en la arrangeant un peu, vous retrouvez la formule que vous avez dans le petit bouquin. Vous retrouvez la formule qui est là. Vous retrouvez la formule. Voilà. Et si jamais vous êtes en altitude, sans nitrox, donc vous êtes à 80 ici. Vous êtes d'accord? Vous êtes à 80 ici. Donc 80 sur 80, ça fait 1. 80 sur 80, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc ce terme-là disparaît. Et il me reste bien profondeur équivalente, profondeur réelle, Pmer sur Plac. Variation d'altitude. Alors, je vais vous donner des exemples. Donc, d'accord que le rapport entre TN2 et PA varie. C'est le gars, il sort de la plongée, il monte en altitude. Ou alors il prend l'avion, des choses comme ça. Donc, je vous ai mis 3 exemples. Premier exemple, donc variation d'altitude. Je vous dis, le rapport entre TN2 et PA varie. Pourquoi? Parce que quand je sors de la plongée, SC, je vais réécrire ça, puis avec ça, on va faire tous les... Donc, d'accord, SC, c'est égal à quoi? À TN2 sur PA. Donc, je sors en fait d'une plongée. J'ai donc un coefficient de sursaturation critique. Le TN2, c'est ce que vous avez dans les tables. Hein. Pression ambiante, c'est 1. Et le TN2, c'est les chiffres que vous avez qui diminuent jusqu'à aller jusqu'à 0,8. Jusqu'à 0,8, 0,8 sur 1. D'accord, hein. À terme, TN2 va aller jusqu'à 0,8, 0,8 divisé par 1, ce qui fait bien 0,8. Bon, vous avez les... Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer en altitude? Alors, j'ai pris 3 exemples. Le premier exemple que j'ai pris, ok. Donc, il sort avec F. Il sort avec un GPS F. Un plongeur sera en altitude de 1500 mètres. Est-ce que c'est dangereux? Alors, donc, il sort avec F. Alors, déjà, à l'altitude de 1500 mètres, quelle est la pression ambiante? Alors, à 1500 mètres, PA égale 0,1 bar tous les 1000 mètres, à peu près. Donc, ce qui fait 0,85 bar. OK. Il sort avec F. F, ça correspond à quelle tension d'azote? Donc, vous l'avez dans le tableau. Hein. Vous prenez avec l'oxygène F 1,07. Donc, ça veut dire que mon plongeur, il a une TN2, le F, vous le marquez ici, le F, il engendre une TN2 qui vaut 1,07. Donc, je peux calculer, est-ce que c'est dangereux ou pas? Donc, qu'est-ce que je fais? SC est égal à quoi? TN2, donc 1,07. Quand je fais la surface de la mer, divisé par 1, j'ai bien le 1,07 qu'on a trouvé. Sauf que là, je ne suis plus avec une PA de 1, je suis avec une PA de 0,85, ce qui fait SC de 1,26. Alors, est-ce que c'est dangereux? Non, pourquoi? Parce que je ne dépasse pas. Rappelez, c'est le coefficient 120 qui est directeur, donc c'est inférieur à 1,54. Ce n'est pas dangereux. Par contre, ça veut dire que si je fais une plongée successive, quel est mon coefficient maintenant? Je passe de quoi à quoi? Je ne sais plus F.
eh ben, c'est 1,26, voilà, vous avez compris, c'est K. Donc mon coefficient passe à K, voilà, c'est tout. J'ai pris un deuxième exemple. Je sors avec J et je prends l'avion. C'est la même chose, hein. Je sors avec J et je prends l'avion. Qu'est-ce que ça donne? Regardez si c'est bon ou pas. Je sors avec J, je prends l'avion. Alors, je sors avec J et je prends l'avion. Alors, J, c'est combien? Donc, J, Tn2 est égal à 1,24. Je prends l'avion. SC égale quoi? Donc, Tn2 sur PA. Sauf que Tn2, donc c'est bien 1,24. Par contre, PA, c'est combien? 0,8. Donc 1,24 sur 0,8, ça fait combien? 1,55. C'est dangereux. Voilà, vous avez tout compris. Et je commence à mal écrire. Et un dernier exemple. Il était en mer, il va à 2000 mètres. Quelle sera l'influence sur... Est-ce qu'il y aura une influence déjà ou pas? Non, il plonge à 2000 mètres. Quelle sera sa influence sur sa prochaine plongée à 2000 mètres? Non, il attend tout de suite. Il va tout de suite. Il est tout de suite. Alors, voilà, il prend, j'ai vu les deltaplane, il redescend, enfin bref. Donc, j'ai toujours SC qui est égal à Tn2 sur PA. Alors, que vaut Tn2 quand je suis là tout de suite? 0,8. Instantanément 2000. Que vaut PA? 0,8. SC égale 1. Un SC de 1, c'est un coefficient de SC de 1. E. Donc c'est comme s'il faisait une plongée et il a été déjà à E.